Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. On se retrouve avec notre Fear and Greed Index. On regagne 2 points grâce à ce petit short squeeze, ici dans la peur, mais toujours dans l'extrême peur là. Le social index, j'en sais rien, mais n'hésitez pas à venir up la communauté de zappers et zappeuses sur le Twitter. Et pour finir, le market order flow en recherche d'achat. Attention, il vous reste 2 jours pour tenter de gagner un ou des NFT, qui sont les miniatures des Zap Crypto. Les tirages au sort auront lieu dimanche à 22h sur Twitch. Pour participer, tu as juste à laisser un petit commentaire sous les Zap Crypto de cette semaine. Je vous souhaite un bon et un beau week-end. On se retrouve demain pour le dernier Zap de la semaine. Bonne vidéo à tous. C'était Zap Crypto. Et d'ailleurs, en parlant d'instabilité entraînée par le potentiel hard fork d'Ethereum, on a également 3Arrow Capital qui pourrait potentiellement rajouter de l'huile sur le feu. Mais tout d'abord, je vous rappelle que 3Arrow Capital, le fonds d'investissement spécialisé dans les crypto-monnaies, avait été contraint de se déclarer en faillite suite à la chute du stablecoin UST de Terra, et aujourd'hui, le fonds d'investissement a commencé à retirer des fonds de différents protocoles, avec des dizaines de millions de dollars dans différents jetons, avec par exemple de l'ETH, du Stack Tether, du VRAT BTC et d'autres jetons ERC20 pour un total d'un peu plus de 50 millions de dollars. À savoir que pour le moment, aucune annonce n'a été faite sur la raison de ces mouvements de fonds, mais certains spéculent que ces retraits pourraient se faire dans le cadre de sa procédure judiciaire pour rembourser certains créanciers. Mais pendant ce temps, on a d'autres personnes qui spéculent que 3Arrow Capital pourrait potentiellement chercher à profiter du airdrop d'ETH Proof of Work en empruntant des ETH avec ses Stack Tether, ce qui pourrait encore plus déséquilibrer la paire ETH Stack Tether, ce qui au final pourrait entraîner encore plus de liquidation. Donc là c'est intéressant, c'est la date exacte, on commence à y voir plus clair sur la date du merge. Normalement, si tout va bien, parce que ça dépend du taux de hash rate, donc c'est difficile de le déterminer précisément, mais là on a un compteur, c'est assez marrant. Et on voit que le merge, normalement, il aura lieu dans 5 jours, donc le 14, 5 jours, 17h, 5 minutes. Donc on va suivre ce compteur, et c'est assez marrant, quoi, un espèce de compte à rebours final. Il y a malgré tout un gros changement sur le nombre d'émissions de nouveaux Ethers. En effet, le nombre de nouveaux Ethers émis sur le réseau va baisser de presque 90%. Actuellement, il y a 14 000 nouveaux Ethers en moyenne émis sur le réseau. Il n'y en aura, après le merge, plus que 1600. Beaucoup vont comparer ça à un super halving day avec le Bitcoin, c'est-à-dire le moment où tous les 4 ans approximativement, il y a 2 fois moins de nouveaux Bitcoins émis sur le réseau à chaque bloc. C'est souvent ça qui hausse le prix d'énormément de crypto-monnaies. Pour Ether, c'est un petit peu différent. Il y a déjà eu plusieurs mises à jour qui sont venues augmenter ou réduire le nombre de nouveaux Ethers émis, comme par exemple la mise à jour EIP 1559 qui venait brûler certains Ethers, diminuant ainsi le nombre de nouveaux Ethers générés par jour. Quoi qu'il arrive, il y a une réduction drastique de ces nouveaux Ethers, laissant ce modèle légèrement inflationniste et potentiellement déflationniste depuis la mise à jour London, puisque certains Ethers peuvent être amenés à être brûlés. Quoi qu'il en soit, beaucoup de gens prennent le pari que ça affectera directement son prix. D'autres personnes disent que même si ça va affecter son prix, c'est une mise à jour qui est prévue. Tout le monde l'a anticipé. Le réseau sera peut-être différent d'une minute à l'autre, mais dans l'esprit des investisseurs, ça fait déjà un bon moment que cette news était pricée et ça ne devrait pas faire évoluer tant que ça le prix de la monnaie. Pour ceux qui stake des Ethers et qui touchent actuellement environ 4% d'intérêt par an sur les Ethers qu'ils ont stakés sur la Beacon Chain, sachez que ce reward devrait augmenter dans un premier temps d'au moins 50%. Attention si vous stakez des Ethers. Alors encore une fois, ça dépend de la plateforme sur laquelle vous le faites, mais quoi qu'il arrive, si vous êtes un staker sur le réseau Ether, cette mise à jour ne vous permettra pas de retirer les Ethers que vous aviez bloqués à l'époque. Pour ceux qui ont staké sur la Beacon Chain, vous le savez, vous ne pouvez pas encore récupérer vos Ethers. Ce n'est pas lors de cette mise à jour que vous pourrez le faire, mais ce sera, selon les estimations de la fondation, entre 6 à 12 mois après le merge, lors d'une prochaine mise à jour qui s'appellera Shanghai. À ce moment-là, tout le monde voudra retirer ses Ethers, il sera possible de le faire, mais il y aura une file d'attente pour pas que trop de validateurs se coupent d'un coup et mettent en danger le réseau. En tout cas, rassurez-vous, et pourtant on entend cette idée un peu partout, il n'y a pas à se précipiter pour récupérer ces Ethers lors de cette mise à jour, ce ne sera pas encore possible. Si j'arrive que je vous parle de WebSockets, d'API ou de multi-chaîne RPC endpoints, vous comprenez rien. Et c'est normal parce que c'est des besoins bien spécifiques aux développeurs. Mais retenez seulement que Anchor, c'est la passerelle entre les développeurs et les nodes. Et ça sera largement suffisant pour que vous compreniez à quel point ça peut vraiment être big. Dites-vous que actuellement, Anchor traite plus de 7 milliards de requêtes par jour, est utilisé par plus de 20 blockchains, à plus de 39 000 développeurs dans plus de 30 régions du monde. C'est bon pour vous ? Donc Anchor s'affiche très clairement comme l'un des futurs piliers de ce Web3. Celsius, et là on a que les enquêteurs avancent dans leur enquête, on voit bien, ils semblent découvrir là notamment que Celsius serait
potentiellement un Ponzi. Pourquoi? Alors eux, ils semblent découvrir, ce qui est assez marrant d'ailleurs, que Celsius aurait manipulé le prix de ces tokens natifs en les faisant artificiellement grossir. En fait, je pense qu'ils connaissaient pas le principe de la flywheel de Celsius, en fait. En gros, et plus il y a d'utilisateurs, plus il y a d'actifs, plus il y a de yield, plus il y a de sels qui sont gagnés, donc en fait moins Celsius en a, et plus Celsius va les acheter sur le marché. C'était ça le vrai truc en fait, moi qui m'avait paru complètement ahurissant à l'origine, parce qu'en fait ils faisaient grossir le prix des sels en allant les racheter eux-mêmes. Donc évidemment après il y a des problèmes de balance sheet, évidemment quand le prix s'est effondré, eux ils étaient, évidemment que tout ça ne fonctionnait pas. Ils ont fait grossir artificiellement, mais ça cette flywheel elle était partout. Alors d'ailleurs on la retrouve plus nulle part maintenant, sauf sur des sites, je sais pas bulgares ou on les retrouve pas. Je sais pas quelle langue c'est, hein, mais donc concrètement on les retrouve plus du tout. Évidemment que Celsius manipulait le cours des sels. Ils allaient les racheter, ils faisaient gonfler le prix. Il y en a beaucoup qui sont énormément enrichis avec ça, faut pas se leurrer aussi, hein. Ils ont enrichi toute une communauté, ils ont enrichi millions de personnes. Alors après maintenant on peut leur jeter, ils ont mal géré leurs risques, c'est un fait. Mais et donc apparemment ils étaient déjà en faillite depuis 2019. J'ai vu beaucoup de critiques sur la gouvernance, la tokenomics, et là en fait ça m'a beaucoup fait sourire parce que y a plein de gens qui ont dit ah c'est moche, c'est pas les utilisateurs qui vont gagner des sous. Très bonne remarque. Du coup la tokenomics c'est bidon. Et là je te vois arriver comme ça en disant bah non en fait c'est juste que l'argent il est pour nous, pour les devs. Et ça m'a beaucoup fait sourire parce que ça pose la question de la valeur. Et là où les utilisateurs sont habitués à être au centre de la valeur, et je me suis dit tiens c'est marrant, chez Starknet ils ont pris un point de vue différent. Ils ont dit la valeur, bah évidemment qu'il y a les utilisateurs, mais comme on est hypé de ouf, en fait les gens sont là. Et du coup la ressource critique, parce que la valeur dans ce cas c'est quelle est la ressource critique, et ben c'est peut-être pas les utilisateurs parce que les mecs sont prêts à hyper n'importe quel coin. Et du coup c'est peut-être bien les devs. Complètement. Et explique-nous ce pari en fait, parce qu'il n'y a pas beaucoup de protocoles qui font des ICO sur les devs. Complètement. Je pense qu'on, à date, je pense qu'on est les seuls qui a un parti pris aussi fort sur récompenser les builders au détriment des utilisateurs, entre guillemets. Moi, je vais te dire mon avis personnel. Je suis extrêmement content et fier qu'on assume ce parti pris. Dans le sens où si on prend par exemple le cas de Optimism, qui est aussi un layer 2, etc., qui a un optimistic rollup, mais peu importe, il remplit un peu la même fonction pour la scalabilité d'Ethereum. Ils ont alloué une grosse part de la supply pour faire un airdrop aux utilisateurs. Et en fait, qu'est-ce que font ces gens-là? Ils dumpent en fait. Ils dumpent leurs tokens, et qu'est-ce que ça apporte comme valeur à l'écosystème? Littéralement zéro. Ouais, j'ai fait 80% dessus. Ouais, tu vois. Donc et qu'est-ce que ça a apporté comme valeur? Rien. Où nous, on se dit, en fait, qu'est-ce qui donne de la valeur à un écosystème? C'est les builders, c'est les projets qui va y avoir dessus, qui in fine après. En fait, nous, ce qu'on se dit, c'est il faut récompenser les builders pour qu'il y ait des projets qui apportent de la valeur à l'écosystème, qui vont attirer des utilisateurs, et les projets eux-mêmes pourront délivrer de la... C'est plus naturel de faire dans ce sens-là. D'abord, construire quelque chose qui donne de la valeur, et ensuite, ces projets-là qui vont construire de la valeur, ils pourront redistribuer une partie de la valeur à leurs utilisateurs finaux. Et moi, j'assume, et je suis très fier qu'on ait ce parti pris-là, et Eli Ben Sasson, donc le cofondateur de Starkware, l'a dit très clairement lors de ETHCC, et il a assumé le fait qu'on récompense d'abord les builders, et puis ensuite les users. Et moi, je trouve que c'est naturel de le faire dans cet ordre-là, et je pense que long terme, c'est la bonne stratégie. Là, on est en mode, le Bitcoin fête ses 1 an au Salvador, c'est la fête. Bon, il y a un parti pris, évidemment, c'est le journal du coin. Mais en fait, donc là, je vous montre la news du Figaro. Donc c'est un parti pris également. 1 an après, le pari du Salvador sur le Bitcoin est perdu. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que pour le Figaro, pour ce genre de journalistes, 1 an, c'est vraiment le maximum pour qu'un projet se développe, pour qu'une adoption de masse arrive, et donc pour eux, ça y est, c'est fini. Et je pense que certains autres médias mainstream vont adopter la même posture que le Figaro, j'en suis certain. J'ai envie de dire que chacun plaide pour sa paroisse, chacun vise son auditoire, ce qui me paraît classique, quoi. Maintenant, en restant objectif, considère que les 1 an de Bitcoin au Salvador, c'est une réussite complètement. Une bonne partie des gens s'est bancarisé grâce à ça. Le tourisme a explosé au Salvador. Il y a beaucoup de projets d'entrepreneurs et d'investisseurs qui viennent justement pour profiter de tout ça. Donc 1 an, le recul est trop faible pour vraiment tirer le meilleur de tout ce qui a été fait.
Mais voilà, tout est amorcé et très clairement, pour moi, on est dans la réussite. Il y a ceux qui sont courageux, qui ont une vision, et d'autres qui vivent pour critiquer. Et le Salvador, les amis, je pense que vous êtes d'accord avec nous, font partie des courageux. Larry voit le monde à sa façon. Il balaye les reproches qui lui sont faits d'un revers de main au sujet de ses nouvelles activités immobilières. En langage Fink, elle serait bénéfique pour tous. Elle fluidifie le marché car les biens achetés sont difficiles à vendre. Certains sont situés dans des quartiers délaissés ou sinistrés. S'il parvient à les racheter avant tout le monde, y compris les particuliers, c'est tout simplement parce qu'il est le plus rapide. Enfin, en rachetant et en rénovant à échelle industrielle, il contribue à l'amélioration générale de l'habitat. En réalité, il est encore en train d'essayer de changer le monde, de le guider vers une réforme inévitable de notre société. Ce changement porte un nom parmi ces géants de la finance et ces industriels qui se réunissent chaque année pour le Forum économique mondial à Davos. Il l'appelle le Grand Reset. Profiter des bouleversements pour refaire le monde en mieux, qu'il soit plus égalitaire, plus respectueux de chacun et de la planète. Vu comme ça, l'objectif est plutôt sympa et c'est devenu la quête à la mode parmi les 1000 plus grosses sociétés du monde, BlackRock en tête. Elle fait partie de ces superpuissances qui détiennent les clés du changement. Et justement, depuis 2020, Larry a décidé que le temps des paroles était terminé, place aux actions. Officiellement, BlackRock n'utilise plus sa puissance que pour investir dans des sociétés qui, je cite, contribuent positivement aux bénéfices de toutes les parties prenantes, c'est-à-dire tous ceux qui gravitent autour de ces sociétés, actionnaires, mais aussi clients, fournisseurs ou partenaires. Il ne précise pas vraiment comment évaluer les résultats, mais il appelle cela le capitalisme des parties prenantes, et ce serait l'avenir. Je voulais maintenant vous parler des États-Unis et de l'interdiction possible du Bitcoin aux États-Unis. Ça nous vient en fait de la Maison Blanche. La Maison Blanche qui avait demandé à ce qu'un rapport soit fait sur les crypto-monnaies et la consommation, on va dire, énergétique des crypto-monnaies. Ça a été publié, c'est le rapport que vous voyez ici. C'est 46 pages sur le sujet. On va pas regarder en détail le sujet, mais on va voir la partie qui nous intéresse. Ils nous disent en fait qu'il faut mettre en place des mesures pour réduire l'émission des gaz à effet de serre des crypto-monnaies et du Bitcoin. Et d'ailleurs, il parle d'Ethereum, etc. dans le document. Et il dit il faut faire en sorte que ceux qui minent les crypto-monnaies utilisent le moins d'énergie possible, utilisent de l'énergie renouvelable, clean energy, et pour réduire l'émission des gaz à effet de serre. Parce qu'il rappelle que leur objectif, c'est quand même les États-Unis d'ici 2050 d'avoir zéro émission de gaz à effet de serre au niveau de l'économie. Donc c'est assez ambitieux comme initiative. Et pour faire ça, ils n'ont pas envie que les mineurs viennent gâcher la fête. Ils disent si ces mesures ne sont pas mises en place ou qu'elles ne fonctionnent pas, alors on n'aura pas le choix. Et ils invitent en fait l'administration et le Congrès à potentiellement passer des lois pour limiter ou interdire les crypto-monnaies qui consomment beaucoup d'électricité. Ils citent pas le Bitcoin explicitement, ils disent High Energy Intensity Consensus, donc les consensus qui consomment beaucoup d'énergie. Et là on pense vraiment au Proof of Work, c'est ce qui consomme le plus d'énergie. Le Proof of Stake par rapport au Proof of Work, c'est 1% de l'énergie qui est consommée. Donc pour moi, ils sont pas ciblés du tout ce qui est faiblement consommateur d'électricité, mais voilà, Bitcoin est concerné. Après, est-ce que ça va arriver? Mon opinion, je ne pense pas que l'interdiction va arriver. Les mineurs aux États-Unis sont déjà dans une optique d'énergie verte. Ils ont déjà publié un certain nombre de rapports comme quoi, voilà, ils avaient, ça va dépendre des statistiques, mais au moins la moitié qui était déjà de l'énergie verte. Donc ils sont en train d'essayer de changer les choses. Je pense que c'est ce qui va arriver. Ça va juste inciter les mineurs à ne pas consommer de l'électricité, on va dire sale, et consommer de l'électricité propre. Donc je pense pas que ça devrait avoir un impact majeur sur les crypto-monnaies. On rappelle qu'il y a énormément de mineurs de Bitcoin aux États-Unis. C'est vraiment une industrie majeure là-bas. Hier, Powell a parlé effectivement des cryptos. Powell a parlé des cryptos dans quels termes ? Globalement, en fait, il a dit que c'était une innovation, qu'il fallait pas entraver une innovation et que, c'était quelque chose qui représente des assets spéculatifs. Donc en gros, globalement, pour lui, il a qualifié tout simplement le Bitcoin d'asset spéculatif. Et il a beaucoup parlé des stablecoins et des CBDCs, donc du coup les monnaies de banque centrale, on va dire. Et donc en l'occurrence ici, ce qu'il nous a dit Powell, c'est que il faut bien entendu légiférer, il faut une régulation. On peut pas appeler stablecoin, on peut pas appeler de l'argent et quelque chose de suffisamment liquide et suffisamment sûr, comme si c'était
le dollar, on ne peut pas l'appeler comme ça si ça n'est pas vrai. Je pense qu'il faisait référence bien entendu à l'UST de Luna qui a totalement mis dans l'embarras tous les investisseurs qui étaient dessus. Et voilà, il a appelé à une régulation assez forte. Il l'a dit aussi également qu'il n'était pas en train d'envisager, en ce moment, il pèse le pour et le contre d'une monnaie de banque centrale, donc d'un dollar digital, mais qui sont pas encore dans l'acceptation de ça, etc., et qui sont pas encore vraiment en train de l'implémenter ni de le mettre en place, mais que cette période de ce qu'il a appelé la valuation, c'est-à-dire peser le pour et le contre, est toujours et promet d'être relativement longue. L'Union européenne veut plafonner les revenus des producteurs d'électricité via les renouvelables et le nucléaire. Oui, parce qu'en plus, bon, l'électricité va exploser. Hein, j'en parlais hier soir avec des amis, ils vont se reconnaître là, avec des œufs qu'on va même plus pouvoir acheter. Bon, enfin, passons. Et la chose qui est très grave, c'est que effectivement, on va taxer un maximum tout le monde. L'électricité va devenir très chère pour n'importe qui, pour certaines entreprises qui vont se casser la gueule à cause de ça. Et il y en a d'autres, grâce à ça, ils vont faire des immenses bénéfices. Vous savez, c'est un monde qui tourne à l'envers. Moi, j'ai eu la chance de connaître 2000, 2008, même avant, j'ose pas le dire, hein, mais même avant, quand il y a eu des catastrophes, la guerre du Golfe, le pétrole, vous savez, les bateaux qui se cassent la gueule dans la mer, sur le coup, on se dit, oh, putain, c'est un truc de fou, ça. Et les oiseaux, les machins, puis après, on voit les retombées économiques, c'est inimaginable. Et voilà. Et donc, nous, en ce moment, on est en plein dedans. Nous sommes en plein dedans. Nous sommes dans une catastrophe. Je veux pas noircir la situation, hein. Je veux juste dire que nous sommes dans la merde jusqu'au cou, quoi, parce que je pense que tout le monde le sait, hein, tous les économistes le savent, tout ça, et il faudrait trouver une solution. La solution, c'est quoi? Souvent, la solution, c'est le temps qui passe, hein. C'est le temps qui passe qui fait bien les choses. Heureusement, face à une énergie trop chère, les entreprises doivent arrêter de produire. J'en ai parlé longuement avec des amis hier, vous savez, on était dans notre période réflexion du soir, bon, espoir, et effectivement, c'est un gros problème, c'est vraiment un très gros problème. Donc, ça va pas nous empêcher d'avancer, malheureusement, hein, le monde entier ne va pas s'arrêter, toujours la guerre en Ukraine, toujours les Chinois avec Taïwan qui sont prêts à se taper sur la gueule un jour ou l'autre, parce que personne n'est content, surtout les Américains ne sont pas contents, hein. Moi, j'étais très pro-américain pendant très très longtemps, parce que, voilà, démocratie, liberté, etc. Puis après, j'ai voyagé énormément dans le monde entier, j'ai vu beaucoup de choses, j'ai travaillé dans beaucoup d'endroits, tout ça, et puis je me suis rendu compte que il y a plein d'endroits qui sont extraordinaires, avec des gens extraordinaires, avec des politiques qui nous plaisent pas trop, mais ils vivent quand même, hein, et parfois ils vivent mieux que nous on vit, hein, ce qui paraît très étonnant, ça peut choquer certains, ça, mais voyager ou parler à des gens qui ont beaucoup voyagé, vous verrez que c'est pas toujours comme on pense, voilà, ce qu'on voit et ce qu'on entend, tout au moins. Donc Madame Lagarde a fait ce qu'on attendait d'elle hier, elle a simplement monté les taux de 75 basis points. On se demandait jusqu'au dernier moment si elle aurait le courage de prendre cette décision, elle l'a faite, elle a monté les taux de 75 basis points, mais elle va continuer à les monter. Ce qui est assez impressionnant, c'est que finalement le discours, la communication de la Banque Centrale Européenne est exactement la même que celle de la Fed, simplement avec un décalage dans le temps de 3 à 6 mois. Donc un peu de retard du côté de l'Europe, mais finalement la même réaction. Il est clair que les derniers chiffres de l'inflation en Europe, avec des pics inflationnistes à 9,1, ne laissaient pas vraiment d'alternative à la Banque Centrale Européenne. Eh bien, chose a été donc faite dorénavant. On lutte contre l'inflation et c'est la priorité. Il y a aussi des articles dans les médias qui disent qu'effectivement, aujourd'hui, Madame Lagarde assumerait complètement l'éventualité d'une récession en Europe qui devient quasiment inévitable et plus qu'évidente, même si aujourd'hui on veut encore croire dans certains groupes de pensée que finalement ça ne se produira pas, mais vu les problèmes, tous les problèmes énergétiques que l'on a et que l'on continue d'avoir, eh bien ça restera de toute façon une grosse préoccupation. Et il est plus que probable que d'ici la fin de l'année, eh bien, on ait une récession en Europe. La question maintenant, ce sera de savoir est-ce qu'on a une récession importante ou une toute petite récession parfaitement maîtrisée par nos élites politiques. Charlie Bibelot qui nous dit voilà les prochaines hausses des taux directeurs par la Banque Centrale Américaine. Septembre, 3 hausses de taux directeurs, ça a piqué.
Donc en septembre, là, ok, même si l'inflation est plus basse, s'ils gardent 3 hausses de taux d'intérêt, ça risque de faire mal. Ça risque de faire mal parce que le dollar, il va faire les taux d'intérêt sur le marché obligataire vont faire et la bourse et les cryptos vont faire voilà. Bon, peut-être un petit peu, on ne sait pas trop, peut-être pas beaucoup. Bon, après en novembre, ça sera plutôt 2 hausses de taux d'intérêt. Pour l'instant, c'est ce qu'ils nous disent sur les taux directeurs. Et en décembre, ça va être une seule hausse. Voilà. Bon. Et en janvier, pas de hausse. Pour l'instant, c'est le planning. Voilà. Donc jusqu'en décembre, en tout cas jusqu'en novembre, ça risque de picoter. Jusqu'en décembre, ça peut peut-être souffler. Et après, peut-être que janvier prochain, peut-être que ça y est, bottom trouvé, on ne sait pas. Si bottom sur la bourse trouvé, parce que l'inflation a bien été calmée, la Fed arrête sa politique anti-inflationniste, peut-être que dis-toi que le bear market de la bourse a commencé en janvier, d'accord ? La grosse tartinette de la bourse a commencé en janvier. Ici, voilà, ça a commencé fin du bull run de la bourse, 30 décembre 2021, allez, 1er janvier si tu veux. Voilà, on était là, ici, les gros indices étaient là, et maintenant, on est là. Voilà, on est tombé là, bam, bam, bam. Voilà, bon, donc peut-être que ça va durer 1 an, et puis janvier 2023, c'est parti mon kiki. Dixie, donc le dollar en daily, comme vous le savez, c'est lui le patron, c'est lui qui mène la danse. Et comme vous l'avez vu ici, on a eu une grosse bougie baissière, on est en train de continuer aujourd'hui. Donc est-ce que c'est un top ? Non. Bon, je vais pas vous faire mariner pour rien. Non, ce n'est rien. Je vois pas mal de monde qui commence à parler d'un dollar qui peut être plus baissier. Non, pas du tout. Pour l'instant, c'est juste une mini pause. Et encore, regardez, ça pour moi déjà c'est une pause. Donc ça c'est rien, c'est juste 2 journées d'affilée. Donc oui, bien sûr, les indices ont pu rebondir. Je vais vous le montrer juste après. Oui, les crypto-monnaies ont pu avoir un petit peu d'engouement là, juste après cette grosse chute, et je vais vous la montrer juste après. Mais pour le moment, rien d'intéressant, et surtout, c'est toujours aussi dangereux. On est toujours vraiment sur une ligne vraiment très 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 mauvaise, surtout pour les cryptos. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il suffit de perdre encore quelques pourcentages. Je vais vous le montrer tout à l'heure sur le BTC, et là, ça peut être vraiment un gros carnage. Donc c'est pour ça que j'ai appelé du coup la miniature au bord du gouffre. Et pourquoi ? Parce qu'on peut vite atteindre les 15 000, les 14 000 $, même peut-être encore plus bas, parce qu'il y a énormément de liquidations à prendre. Vous voyez, le Dixie, le SPX, pardon, il a rebondi dans la zone attendue. Donc, c'est-à-dire qu'on a posé un W ici, weekly d'ailleurs, weekly. On a posé un W weekly ici. Bon, c'est pas le plus beau. Mais on va le regarder en 3 jours. Un W 3 jours. On revient tester la neckline, donc c'est-à-dire la ligne de coup qui a validé ce W, c'est la cassure ici. Donc là, le petit point vert, on se pose dessus et on repart. Donc franchement, ça c'est plutôt bullish, hein, même si y a l'inflation, la guerre, tout ça, ça a déjà été pricé potentiellement, hein, parce que potentiellement toute cette chute, c'était l'anticipation de la guerre, etc. Et là, on est en train de buy. Hein. Donc voilà, pour l'instant, je vois pas de signes. Au contraire, là, je vois plutôt des signes bullish d'une reprise à la hausse douce. Hein, je parle pas d'un nouvel ATH, etc. Mais au moins de quelques semaines plutôt, voilà, quelques jours, quelques semaines plutôt bullish. Maintenant, ici, on est sur un support weekly, tout le monde l'a vu, tout le monde est d'accord. Hier déjà, ça déclarait les bottoms long terme. Donc je leur souhaite d'avoir raison, mais je pense que le marché va être un petit peu plus complexe que ça. Ici, le support, le signal, il est là, il est beau. Et on commence à avoir l'impulsion. Pour ceux des investisseurs long terme, c'était ce que je leur disais. Attendez, ne serait-ce que voir que l'open monthly pète. L'open monthly, vous voyez, on a fait une petite incursion avec un open monthly, l'open étant une résistance, et ici on a un acheteur à gros budget, un milliardaire qui défend à base de mèche. Et ça y est, il a redéfendu sa zone en coinçant des gens. Il a coincé les shorters sur la résistance, et si on regarde au niveau du sentiment, pendant cette longue latérisation ici où on faisait rien, on a vu un petit peu les long short ratio passer vers le bas, et alors que nous sommes en train de monter ici, on voit que le long short ratio continue à aller vers le bas. Donc pour l'instant, court terme, upside is the right side. Alors, faut pas se leurrer, ceux qui ont organisé ça et ceux qui ont pris leur position ont peut-être, je pense pas qu'ils ont déjà commencé à prendre leur profit. Mais en tout cas, ils sont déjà bien au niveau de la rentrée. Ça veut pas dire to the moon, on repart. Moi, je pense qu'on repartira pas dans un cycle haussier avant que déjà les inflations soient calmées, etc. Donc probablement d'ici 2023-2024. Mais surtout, on sera probablement autour de l'halving du Bitcoin en 2024. Donc on fera un petit peu si cette structure se forme, et là je me projette beaucoup, mais je vous parle de ça. Si vraiment ça se forme, on sera en gros ici. On aura fait le W, on aura un retracement,
on viendra bouffer quelques petits sommets, et ensuite on aura une grande phase de transition avant de pareil repartir to the moon probablement, et de faire un nouvel ATH. Mais ça, on sait que ce sera pas avant l'halving en 2024 qui est prévu pour mars 2024, très très probablement. Le Bitcoin ne fait quasiment jamais, enfin je crois qu'il a jamais fait d'ATH avant son halving. Du coup, il faudra attendre l'halving si on se réfère à ce qui a été fait par le passé. Et du coup, on aura un retracement, il y a des sommets ici à venir bouffer, il y a des sommets ici, il y a des sommets intermédiaires ici. Donc on peut se dire qu'on ira à zone de rechargement de short, peut-être retester les 50 000 $, sait-on jamais. Là, vous devez vous dire, mais il est complètement fou, lui, on a 20 600, il nous parle des 50 000. Là, je vous dis, si tout ça, ça arrive, ok, qu'on refait, si on est là, comme on a fait ici en avril 2019, c'est ce qui pourrait arriver. Une chose assez étrange, j'ai remarqué sur le BTC USD Perp et non pas le USDT. Normalement, je suis plus sur le USDT, mais hier soir, avant le gros pump, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, énorme ordre d'achat ici qui sont verts, ici sur l'Open Interest. On est sur un, si on prend la règle, hop, on est sur un 7% sur une seule bougie, d'accord. Et pourquoi c'est boule? Parce que la bougie en question, ici, bah, elle est bleue. Si elle aurait été rouge, bah, ça aurait été les ordres de vente. Et après, quelques heures plus tard, to the moon, et regardez si on dézoome un peu. Ça fait extrêmement longtemps qu'on n'a pas eu de bougie comme ça. Regardez ça, c'est incroyable ce qui s'est passé hier soir. Alors moi, qui regarde plus le USDT et non pas le USD, bah, je voyais plus un signe de désintérêt ici, puisque l'Open Interest faisait que baisser. Et du coup, je n'ai pas vu le truc USD Open Interest qui pump totalement sur le graphe d'avant. Et du coup, pour moi, c'était pas très bullish hier soir. Et après, bah, c'est naturel. Également, bonne nouvelle, on a le long short ratio qui se resserre. Vieux motard que jamais, comme le disent les vieux motards. Alors, ce qu'on espère maintenant, c'est que si ça pump, si ça continue à monter, bah, que ça reste un peu serré comme ça au milieu. Et non pas que les bleus reprennent le dessus en mode... les verts reprennent le dessus en mode très boule. Ce qui serait encore mieux, c'est que les rouges prennent le dessus pendant que ça monte. Ça serait encore mieux parce qu'il y a encore plus de sélection naturelle pour les bêtes. L'Ether, petite action du prix, donc on retourne sous la résistance des 1700 $ qui est le point pivot en journalier. Si on casse ce niveau-ci, déjà on récupère une tendance haussière et en plus de ça, on récupère une grosse résistance en tant que support. Donc c'est vraiment ici que tout va jouer. Donc attention, c'est pas ici qu'on effectue des achats, on est plutôt en recherche de vente en théorie. Ici personnellement moi je ne fais pas de vente parce que j'ai déjà pris des profits je crois sur cette zone-ci, enfin bref ça rentre pas dans mon plan, mais en tout cas c'est pas ici, c'est sûr que je vais chercher des achats sur l'Ether, bien que franchement je pense qu'on peut vraiment casser cette zone, hein. Si j'avais un billet à donner, ça serait plutôt qu'on réussisse à casser cette zone plutôt qu'on se fasse repousser encore une fois, mais c'est pas pour autant que je vais, comme je vous dis, faire des achats sous une résistance. Mais en tout cas, chez Disney, a priori, c'est pas nouveau cet intérêt pour le Web3, parce que l'ancien PDG de Disney, Bob Iger, il est apparemment à fond sur le Web3, et il a rejoint le conseil d'administration de Genesis, une entreprise de métaverse qui est basée à Los Angeles. Donc si l'ancien PDG de Disney est à fond sur le Web3, il devait déjà y avoir des intérêts de Disney pour le Web3 depuis déjà un petit moment. Et d'ailleurs, du côté de chez Disney, ils avaient même lancé une blockchain, la Dragon Chain, développé à Seattle par un groupe appartenant à la compagnie Disney, sous le nom de Disney Private Blockchain Platform. L'objectif du projet était de rendre plus facile l'accès à la blockchain pour les entreprises. Cette crypto-monnaie inspirée de Bitcoin et Ethereum agit comme un incubateur. Mais du coup, il y a eu des expérimentations. Et vu que la création elle date quand même de 2016, ça fait vraiment un petit moment que du côté de chez Disney, on s'intéresse à ces technologies. Et un truc qui va probablement vous faire plaisir, hein, parce que je sais que vous suivez la blockchain Elrond, et il y a un lien entre Elrond et Disney. En effet, la technologie HoloRide a été présentée pour la première fois au Consumer Electronics Show 2019 à Las Vegas. En collaboration avec Disney, HoloRide a créé une expérience de jeu en VR embarqué, donc dans les voitures. Ça vous savez, HoloRide, normalement vous connaissez un petit peu si vous suivez ma chaîne. C'était un jeu basé sur Rocket Raccoon des Gardiens de la Galaxie de Marvel. On peut voir ça dans cette vidéo, on est dans la voiture et du coup il joue au jeu avec les sensations de la voiture. Vous connaissez un peu le principe, HoloRide, je vous ai présenté ça. C'est bien l'idée d'un parc d'attractions dans une voiture en quelque sorte, donc ça s'associe bien à Disney, qui pourrait peut-être utiliser la technologie d'HoloRide à l'avenir dans son parc d'attractions, pourquoi pas. Comment tu vois le métaverse dans la vie des gens dans 5 ans? Alors je pense que d'ici 5 ans, on va avoir de plus en plus des activités du monde réel qui seront rentrées et ancrées dans le métaverse. Actuellement, on démarre beaucoup par le gaming, le jeu vidéo, par la musique et les concerts virtuels. Pas mal d'architecture aussi. Un des premiers points d'entrée, ça va être d'avoir une maison virtuelle, d'avoir un penthouse, des monuments, de l'architecture. Beaucoup d'artistes exposent des œuvres, donc créent des galeries d'art
donc déjà d'art nouveau, d'art crypto, on va dire. Mais je pense qu'on va pouvoir rapidement aussi voir des événements, même des mariages. Là, je viens de voir aujourd'hui certains builders qui proposent les premiers mariages dans le métaverse. On ne peut pas encore faire de bébé dans le métaverse, hein. En tout cas, pas aujourd'hui, peut-être dans 30 ans. Dans le métaverse, personne ne vieillit, rien ne casse, etc. Mais on peut aussi avoir, si on le souhaite, pourquoi pas, une descendance et des nouveaux liens familiaux ou sociaux. Mais sinon, on va pouvoir trouver des expériences autour effectivement du travail collaboratif. L'éducation est un domaine sur lequel beaucoup d'acteurs regardent. Comment on utilise les possibilités du métaverse afin de développer des compétences du 21e siècle qui vont servir à la fois dans la vie professionnelle du monde réel, mais aussi finalement beaucoup dans le métaverse. Et c'est typiquement des compétences qui ne sont pas enseignées dans des cursus classiques, qui commencent à peine à être envisagées, dans des écoles spécialisées, dans des écoles de formation plutôt type ingénierie, etc. Alors qu'on sait être un animateur, être un host, être un curateur de contenu, être un créateur, être un coach, être un joueur, être même un revendeur d'immobilier virtuel. Tout ça, ce sont des compétences qui seront désormais indispensables à faire évoluer ce monde virtuel. Et d'autres news sur le métaverse, du coup, les journées thématiques sur le métaverse à la Cité des Sciences à Paris. Donc, c'est du 14 au 23 septembre. Donc, très, très cool aussi, ça, je trouve. Donc, le Carrefour numérique, donc la Cité des Sciences et de l'Industrie, vous invite à découvrir le métaverse à travers diverses expériences. Vous aurez l'occasion de tester des technologies de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée. Et des ateliers vous montreront la façon de créer des avatars ou de fabriquer des NFT. Donc, vraiment cool. En parlant de développement de services, on a Sony Music qui va bientôt débarquer dans les NFT. En effet, le 30 août dernier, la société a fait un dépôt auprès de l'Office des brevets des marques pour couvrir des enregistrements audio et vidéo de performances musicales en direct qui seront authentifiés par des NFT, et l'avocat responsable du dossier a précisé que ces enregistrements au format NFT concerneront des artistes de la maison de disques Columbia Records. Mais je précise que Sony n'est pas novice dans le secteur des cryptos, car elle a déjà participé à une levée de fonds pour Maker's Place, un projet dédié à l'art numérique, et en juin dernier, il s'était associé à plusieurs géants tels que Meta, Microsoft, Epic Games et bien d'autres pour un projet de métaverse interopérable. Bref, alors que les NFT n'ont pas encore fait leur entrée dans le grand public, on a de plus en plus d'entreprises qui comprennent l'enjeu stratégique que représente cet outil d'authentification numérique et qui lancent leur propre service NFT, ce qui, au final, boostera l'adoption du public. Allez, Crypto volé saisi à des pirates nord-coréens pour la première fois. Ça c'est bien. Donc on a commencé, vous voyez les blockchains, ce qu'il y a de bien, c'est que normalement on parle de la sécurité sur les blockchains, évidemment, et on dit surtout sur les blockchains depuis le début que c'est traçable quoi. Puisqu'on peut voir toutes les transactions qui se passent. Donc quelqu'un qui vous vole dessus, une fois qu'il vous a volé, l'argent, il faut bien qu'il aille quelque part sur la blockchain à d'autres endroits. Donc la FBI s'en sert, etc., etc. Tout le monde va aller voir maintenant un petit peu ce qui se passe. Bon, on oublie un peu la décentralisation là, puisqu'on arrive plutôt dans des systèmes un peu plutôt centralisés. Mais bon, se faire voler, c'est pas bien, donc il faut trouver des solutions pour que ça se passe le moins possible. Et là, c'est en train de s'arranger un peu avec la Corée, quoi qu'ils ont volé beaucoup d'argent. Là, c'est une petite partie qu'ils refilent. Vous allez voir ça, c'est sur coinmarketcap.com. Oui, sur coinmarketcap.com, vous avez ça. Vous avez un endroit, il y a marqué Alexandria, et vous avez des news dessus, donc c'est bien, faut les regarder aussi. Je pense pas toujours à y aller, mais c'est pas mal. Alors, ce zap t'a plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.